à Kariès à propos du combat décisif pour lui qu'il livrera demain soir. Tout de suite, Thierry, c'est à vous, Téléfoot. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien voilà, c'est fait. 3 matchs, 3 victoires dans ce groupe, 4 éliminatoires du mondial mexicain de 1986. C'est ce que Henri Michel, lorsqu'il a pris en charge l'équipe de France, avait demandé à ses joueurs. Victoire au Luxembourg, victoire au Parc des Princes contre la Bulgarie, victoire au Parc des Princes contre la RDA. Carton plein, pas un but encaissé, 6 points, c'est très bien, d'autant que l'année 84 se termine en apothéose. 12 matchs, 12 victoires, c'est du jamais vu en ce qui concerne le football français. Bien sûr, tous ces matchs, sauf celui du Luxembourg, ont eu lieu sur notre territoire, en France, mais enfin, 12 matchs, 12 victoires, ce serait grave de faire la fine bouche, il fallait tout de même le faire. Nous revenons sur la soirée d'hier, une belle soirée au Parc des Princes, en compagnie de Frédéric Jaillant, qui analyse donc ce match et cette victoire de la France face à la RDA et ses 2 buts de Yannick Stopira et de Philippe Anziani. Ça y est, c'est fini, la France a battu la RDA 2-0. Répétons-le, 12 matchs dans l'année, c'est unique, et 12 victoires. Il n'y a pas tout le monde qui Platini et Fernandez, un symbole, et c'est vrai, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, ont leur part de mérite. Exemple, Batz, encore des arrêts déterminants hier soir, comme ici, devant Trottmann. Autre exemple, Stopira. Il tire d'abord sur le poteau, de quoi vous décourager quand on est parfois disputé. Stopira, lui, se battra jusqu'au bout. J'ai vu l'ouverture de Gigi, j'ai contrôlé le ballon, j'ai regardé le gardien. À l'origine, une ouverture de Platini, à l'arrivée, contrôle de Bibar. Müller, le gardien allemand, est battu. Stopira se précipite. 1-0 pour l'équipe de France après une demi-heure de jeu. Un score qui aurait pu doubler en fin de première période, notamment à la suite de cette action. Bossis qui donne à Bellone. Il a vu Amoros, Bellone, un tir terrible d'Amoros, mais le poteau. Quand je tire, je pense qu'elle va toujours au fond. Et là, bon, ça fait la deuxième fois déjà en Coupe du Monde contre l'Allemagne. Et ce coup-là, jamais 203 comme on dit. La prochaine fois, il ira dedans. La deuxième période, maintenant, toujours 1-0 pour l'équipe de France. Mais les Allemands se font menaçants. L'occasion pour Batz, sur ce tir de Tom, de montrer qu'il est toujours là. De l'autre côté du terrain, Bellone, lui aussi, se met en évidence. Un crochet, un tir de l'extérieur du pied gauche. Müller qui renvoie, Platini qui arrive, mais ça passe à côté. Platini, évidemment, il est furieux. On le retrouve quelques instants plus tard, faute aux 18 mètres. Il embrasse le ballon comme avant le pénalty devant la Bulgarie, mais cette fois, le gardien allemand est à la parade. Toujours 1-0 pour l'équipe de France, qui mériterait bien. Bien sûr, je n'ai pas fait exprès de louper. Après, quand on tire sur le poteau, on se dit 3 tirs sur les poteaux, aïe aïe aïe, c'est la malchance. Je crois que, attention, on va bien serrer derrière parce qu'on va prendre un but bête. Et le Bono a fait la différence et il a donné un bon ballon à Anziani qui était là. Bon ben, on s'en est bien tiré. Et oui, la France s'en est bien tirée et c'est donc finalement Anziani qui n'en croit pas ses yeux qui a délivré tout le monde. Anziani était rentré 10 minutes auparavant, français Fernand Sastre, le président de la Fédération française qui quittera ses fonctions à la fin de l'année. C'était hier soir son 104e et dernier match au premier rang de la tribune officielle. Autre match de qualification, toujours dans le groupe 4, à Sofia. Mercredi, la Bulgarie recevait le Luxembourg. 8 minutes de jeu suffisent aux Bulgares pour prendre l'avantage. Sirakov dribble Van Rijswijk et marque 1-0 pour les Bulgares. Le deuxième but arrive après une demi-heure de jeu. À l'origine, un débordement sur le côté gauche et puis un centre du numéro 10 bulgare Gotchev. À la conclusion, Velichov, 2-0 pour les Bulgares et c'est le score à la mi-temps. Dès la reprise, Meunier pour le Luxembourg est expulsé. Mais à 10, les Luxembourgeois massés devant leur but n'encaissent que de nouveaux buts, tout d'abord par Mladenov, puis par Dimitrov. Résultat, la Bulgarie a battu le Luxembourg 4-0.
comme l'équipe de France il y a 2 mois, mais c'était alors au Luxembourg. Alors en ce qui concerne justement l'équipe de France que Frédéric Jaillant évoquait à l'instant, ce sont maintenant les vacances, la trêve. La Coupe du Monde reprendra au mois d'avril par un match difficile à Sarajevo, en Yougoslavie. Un mois plus tard, début mai, ce sera Sofia et la Bulgarie. Et au mois de septembre prochain, la RDA chez elle, probablement à Leipzig. 3 déplacements difficiles. Il suffirait de prendre un petit point par-ci par-là pour que tout s'éclaire, mais nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Un petit tour en 2e division. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, Orléans avait causé la grosse surprise en se retrouvant en finale de la Coupe de France. Et bien maintenant, Orléans est sur le point de monter en 1re division. Actuellement, les joueurs de Jacky Lemay sont 2e de leur groupe, à 1 point du leader Mulhouse. Une occasion pour Bruno Fuchs de voir un petit peu ce qui se passe dans cette étonnante équipe d'Orléans. Orléans et Bruno Fuchs. La progression de l'Union sportive d'Orléans, c'est un peu comme la préparation d'une pizza. Sur le fond de pâte, on y a ajouté Jacky Lemay, la montée en 2e division, de solides joueurs locaux et quelques joueurs d'expérience. En 1980, c'est la finale de la Coupe de France, mais ce n'est qu'en 1984, avec Berdol et Chiesa, qu'elle atteint son plein régime. Pour Berdol, l'équipe a de la force à revendre. On est 3 joueurs, il y a 13 forces. Après Berdol, Chiesa. Je pense que c'est au niveau du groupe qu'il se passe quelque chose et que c'est pour ça qu'on se retrouve où on est en ce moment. Après 8 années de préparation, l'USO s'est enfin fait respecter sur les stades. La pizza est prête à cuire. Mais dites-nous, grand maître Lemay, quel est donc ce mélange secret qui vous permet d'allier individualité et esprit de groupe? Eh bien, je crois que c'est très simple. Un peu de rouge. Et un peu de jaune, ce qui fait la couleur du club, deux couleurs, jaune et rouge. Pour Jacky Lemay, le football reste un jeu, mais au-delà du jeu, au-delà du jaune et du rouge, c'est en très grand professionnel qu'il dirige son équipe. Un amalgame de jeunes et de vieux, je crois que ce qui fait une bonne équipe de seconde division. Le Havre a toujours été notre bête noire et donc on se fait pas trop d'illusions. Bon. Et pourtant, Lemay, déjà avant le match, sur cette simulation vidéo, les Bleus n'arrivent pas à marquer. Souvent malmenés sur le terrain, les hommes de Lemay ont toujours su contenir leur adversaire grâce à un jeu rapide, à une touche de balle. Mais c'est vrai qu'en 7 ans de championnat, les Orléanais n'ont pris que 2 points en tout et pour tout au Havre. Le match nul est bon signe pour Berdol, le buteur, mais aussi pour Serge Chiesa, le modèle, l'exemple à suivre. Pour Da Silva Luisino, le compère de Paulo César. En défense pour Jacky Lemay, bientôt 39 ans et pas un cheveu blanc. Daniel Leopoldes, 1m85 pour 80 kg. Pour Alain Noël, 20 ans, un potentiel énorme. Didier Knayer, un stopper à qui rien n'échappe. Et le gardien Janin, 12 buts pour 18 matchs. La doublure de Patrick Viot, blessé. Orléans, c'est la 2e défense du championnat derrière Rennes. Et quand il le faut, ce ne sont pas moins de 8 joueurs qui viennent défendre leur but. Dans l'entrejeu, il y a aussi Olivier Trassard. Et Guy Stéphane, à 28 ans, il se sent pousser des ailes. Déstabilisée par la perte de joueurs comme Garand, Tanasi ou Germain, l'équipe de Lemay semble aujourd'hui les avoir remplacés, notamment par Lionel Hénaud. Un gars comme Serge Chiesa ou Marc Berdol ont une grosse carrière derrière eux. Et puis, quand le ballon arrive toujours au bon moment, quand on le sollicite. Avec son tout nouveau statut professionnel, l'USO emploie 4 joueurs professionnels, 7 promotionnels et 3 stagiaires, ce qui, avec un entraînement moyen de 2 heures l'après-midi, lui permet d'être toujours en course malgré sa défaite à Sedan. Et pourtant, il reste encore de nombreux points en suspens. La population locale ne paraît pas encore avoir la jambe très footballeuse. 4000 entrées en moyenne pour un ex-leader, c'est peu. Il faut dire que le stade ne compte que 3500 places assises. Avec de telles installations, les rentrées d'argent sont limitées. Limiter aussi la contribution des sponsors. Le budget est donc très serré, 6 millions de francs, malgré un gros effort de la municipalité qui en verse 3, soit 1,5 fois de plus qu'à Nantes. C'est un budget, il est fait en début de saison et puis après il faut le serrer le plus possible. Alors on fait très attention, c'est pour ça que nous arrivons quand même à le tenir. Oui, c'est vrai qu'il est un des plus faibles parmi les leaders de la 2e division.
De Mulhouse, du Havre ou de Rennes, Orléans n'est pas le mieux préparé pour l'accession en première division. Il faudrait alors créer un centre de formation, au moins quadrupler la capacité du stade et le budget, faire face à l'échéance de contrats de 7 joueurs. Mais dans la ville de Jeanne d'Arc, on peut aujourd'hui sans scrupule se laisser aller aux discours les plus osés. Jadis on se permettait les choses qu'on n'oserait plus faire maintenant. Jeanne d'Arc entendait des voix. Tout le monde trouvait ça normal. Allez dire maintenant j'entends des voix, on va dire il faut. Pourquoi pas, pour une éventuelle montée en première division, il faut avoir beaucoup de réussite et donc l'espoir fait vivre. Les voies de l'espoir restent donc grandes ouvertes pour Jackie Lemay, toujours prêt à repousser l'ennemi. À Joublier, la pizza, elle semble être cuite à présent. À la bonne santé donc du groupe de Jackie Lemay, Serge Chiesa et consorts. Et c'est vrai que Jackie Lemay, il n'a pas encore un cheveu blanc. C'est parfait. Nous reviendrons du reste tout à l'heure sur la deuxième division en compagnie de Philippe Houy et d'un match au sommet qui s'est déroulé vendredi, la veille de France-RDA, qui opposait Rennes à Mulhouse. Mulhouse, vous vous souvenez, l'ailier gauche de Mulhouse, l'année passée, c'était Didier Six. Et puis Didier n'a pas pu rester pour raisons financières en Alsace, alors il est parti en Angleterre, à Birmingham. Il évolue sous le maillot d'Aston Villa. Notre correspondant en Angleterre, Stéphane Magnier, l'a retrouvé. Le journal d'un footeux français en Angleterre, Didier Six. Voir un Français donner une leçon de ballon rond dans le pays qui inventa un certain sport nommé football, il y avait de quoi réjouir l'Hexagone. Il y avait aussi de quoi déranger l'amour-propre des Britanniques et Didier Six l'a constaté à ses dépens. Après un premier match spectaculaire qui souleva les hauts d'admiration des supporters d'Aston Villa, Didier Six est rentré dans le rang, surtout à cause d'une absence presque totale d'entraînement pendant les 3 mois qui ont précédé son arrivée en Angleterre. Mais les critiques ne lui ont pas été épargnées, de la part de certains de ses coéquipiers d'abord, qui ne se cachaient pas pour déplorer le recrutement d'un étranger plutôt que d'un Britannique, de la part de la presse locale ensuite, toujours prompte à se montrer anti-française, et même de la part de l'entraîneur qui le fit sortir en cours de match il y a 3 semaines. Mais après ses séjours en Allemagne et en Belgique, Didier sait que le début de la sagesse, c'est de ne pas envenimer les choses. Je crois que c'est un ou deux journaux qui ont relaté des faits qui n'y étaient pas, des paroles d'entraîneurs qui n'y étaient pas. Et je crois aussi que il n'y avait aucun problème d'entraîneur à joueur, de président à joueur, de club à joueur ou de joueur à club. C'est seulement qu'on a voulu relater. Il y avait une certaine campagne anti-française qui se fait sur un ou deux journaux, et ça, j'y ai pas échappé. C'est pas le problème que les Anglais n'aiment pas les étrangers, c'est seulement le football anglais permet à peu d'étrangers de s'adapter. C'est très difficile, il faut une discipline de vie très très dure, et donc cette discipline de vie, on doit l'apprendre. Est-ce que le jeu anglais est très différent du jeu français? Il est très différent, c'est-à-dire qu'il a ses données, sa façon d'être. C'est un jeu, on sait que les Anglais jouent beaucoup par la tête, mais je dois m'adapter et donner mon petit grain de jeu français dans ce jeu anglais. Jeu physique, jeu de tête, c'est vrai que le football anglais ne s'embarrasse pas de détails et que le dribble à la française de Didier Six, comme ici, à la 11e minute du match contre Southampton, a bien du mal à s'exprimer. C'est d'ailleurs de la tête que Peter White ouvre le score ce samedi à la suite d'un superbe coup franc de Paul Birch. 1-0, cela ne suffisait pas pour mettre Aston Villa à l'abri, puisque 4 minutes plus tard, le gardien Mervyn Day sauvait son camp en catastrophe sur une action dangereuse de David Armstrong. La sécurité, Aston Villa croyait l'atteindre juste avant la mi-temps. Un service de Gary Williams, renvoi de White, et c'était le but, le premier de Didier Six pour son 8e match avec ses nouveaux coéquipiers britanniques. Dans ce championnat difficile, je me suis fixé de marquer entre 6 et 8 buts, d'en faire marquer. Bon, aujourd'hui c'est le premier et j'espère qu'il s'en suivra d'autres. Le temps d'adaptation est passé. C'est-à-dire maintenant je suis prêt physiquement, je peux répondre aux obligations du football anglais qui est très très physique. Et ça maintenant je peux dire que j'apporte un plus, je commence à apporter un plus. C'est certain, Six commence à donner ce petit quelque chose à l'attaque d'Aston Villa qui lui manquait. Mais ce qui fait défaut à l'équipe, c'est sa capacité à conserver un résultat. 56e minute, but de la tête de Jordan et Aston Villa ne mène plus que par 2-1. Et 28 minutes plus tard, autre but pour l'équipe de Southampton, toujours de la tête, mais cette fois-ci de Mark Wright. Le score en restera là,
2-2 et l'équipe d'Aston Villa stagne en 17e position du championnat, à 15 points du leader Everton et avec l'une des plus mauvaises défenses de l'Angleterre. C'est là qu'il faut maintenant travailler, mais en ce domaine, Didier Six n'y peut pas grand-chose. On reste en Grande-Bretagne et on va à Liverpool. Liverpool, bien sûr, c'est la patrie des Beatles, c'est la patrie aussi du Football Club de Liverpool, actuel tenant de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et c'est aussi la ville d'un autre club, Everton, que l'on connaît beaucoup moins, mais pourtant Everton est le tenant de la Coupe d'Angleterre et surtout c'est l'actuel leader du championnat qui est réputé comme étant le plus difficile d'Europe. Une occasion donc pour Jean-Pierre Dragzuc de nous présenter cette équipe de Liverpool 2, c'est-à-dire l'Everton Football Club. Liverpool, c'est avant tout la cité des Beatles. Dans cette caverne, ils ont fait leur début dans les années 60. Leur souvenir est partout présent. Deuxième port après Londres, Liverpool a connu une énorme expansion à l'époque victorienne. Mais depuis plusieurs décennies, l'activité a beaucoup baissé et actuellement, cette ville de 700 000 habitants compte un quart de chômeurs dans sa population. C'est une ville en difficulté sur le plan social, dans laquelle les gens s'expriment à travers leurs équipes de football. Au cours des 20 dernières années, l'équipe de Liverpool a été très forte. Pas seulement dans le pays, mais partout en Europe. Et en comparaison, l'équipe d'Everton et ses supporters en ont souffert. Liverpool compte en effet deux grands clubs, le fameux Liverpool Football Club et le Everton Football Club. Les deux stades sont d'ailleurs très proches l'un de l'autre, à peine 1 kilomètre les sépare. Everton, c'est pas une équipe très connue hors de la Grande-Bretagne, en France par exemple. Parce que l'année dernière, moi, j'étais à Tours et on m'a dit, bon, vous êtes anglais, vous habitez à Liverpool. Liverpool a une grande équipe de foot. J'ai dit non, Liverpool a deux grandes équipes de foot. Parce qu'on ne connaît pas Everton, tu sais. Moins connu donc qu'Everton, et pourtant c'est un des plus anciens clubs britanniques. Fondé en 1878, les Bleus ont remporté 7 fois le championnat d'Angleterre, la dernière fois il y a 14 ans en 1970. 4 fois aussi, ce club qui porte le nom d'un quartier de Liverpool a remporté la fameuse Cup. Everton détient d'ailleurs le fameux trophée. C'est dans leur camp d'entraînement de Belfield que chaque jour s'entraînent les 18 pros du club. Ici, le team manager, grand responsable technique, est assisté de 2 coachs. Ce manager, c'est un ancien grand joueur anglais très connu dans les années 70. Il évoluait aux côtés d'Alan Ball et de Colin Harvey, qui justement est l'un de ses coachs à Everton. Nous avons de très bons joueurs, c'est la chose la plus essentielle. Ils travaillent très durement ensemble. Je pense que ce sont des jeunes très ambitieux. Ils aiment beaucoup gagner et ils ont un esprit de vainqueur. Et comme notre public très enthousiaste les supporte bien, il est difficile de les arrêter. Ce merveilleux public avec ses supporters passionnés, le voici justement à l'intérieur de la boutique où chacun peut se procurer tous les gadgets aux couleurs du club. À l'extérieur, 2 heures avant un match, les files d'attente se forment malgré la pluie. Moyenne des spectateurs 28 000, c'est la 6e en Angleterre. Le trésorier peut dormir sur ses 2 oreilles. 1 heure et demie avant le coup d'envoi, c'est le grand calme dans le vestiaire où les équipements bien rangés attendent les joueurs. Chaque match de championnat est ici sponsorisé par un annonceur différent. Aussi, les invités de celui-ci ont droit à une visite des lieux avant l'arrivée des joueurs. Les sociétés louent des loges pour leurs invités. On peut y rencontrer les plus grandes personnalités de la région, comme par exemple l'évêque de Liverpool. Il y a 2 grands clubs à Liverpool. L'un est Liverpool, l'autre est Everton. Je suis un grand supporter des 2 clubs. 14h55, c'est l'heure d'entrer sur le terrain. Kevin Radcliffe, le capitaine en tête. Au bout du tunnel, ils sont près de 40 000 qui piavent l'impatience. 15 heures, et pourtant il fait nuit noire, mais les projecteurs sont allumés, le match peut commencer. Pour Howard Kendall, il est indispensable de disposer d'un très bon gardien de but pour faire une grande équipe. Dans les buts d'Everton évolue celui que beaucoup considèrent comme le meilleur goal de toute la Grande-Bretagne, Neville Southall. C'est le gardien titulaire de l'équipe nationale du Pays de Galles.
Un autre international gallois au poste clé de libéraux, il est aussi le capitaine d'Everton, Kevin Radcliffe. Chez nous, il n'y a pas d'individualisme, tout le monde joue ensemble pour l'équipe. C'est cela qui fait notre grande force. Au milieu du terrain, l'un des meilleurs numéro 6 anglais, Peter Reid. Il avait subi plusieurs blessures graves. On le croyait fini. Everton s'est offert ses services pour une bouchée de pain. C'est la meilleure affaire de l'année. L'avant-centre, il marque souvent des buts spectaculaires. L'Écossais Graham Sharp, acheté en 80 au club écossais de Dunbarton, le club où a débuté le Brestois Wallace. Samedi dernier, l'autre buteur, Adrian Heath, le plus cher transfert pour Everton, 700 000 livres, s'est gravement blessé. Déchirure des ligaments au genou, il sera indisponible pour le reste de la saison. Mais heureusement, Everton possède un effectif de tout premier plan, un effectif qui pourrait bien lui permettre en fin de saison de remporter son 8e titre de champion d'Angleterre. En tout cas, après la soirée d'hier en Angleterre, match nul d'Everton. Everton est toujours leader de ce championnat anglais. Retour en France, il n'y avait pas évidemment de première division ce week-end, mais un long week-end de deuxième division commencé vendredi, poursuivi timidement hier et surtout aujourd'hui dimanche, avec un choc très important dans le groupe A. Rennes, au stade de la Route de Lorient, recevait Mulhouse, avec en vue la première division. Et le troisième qui reçoit le premier, c'est en général le type de match qui promet beaucoup. Et bien là, le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas du tout tenu ses promesses. En fait, on a eu droit à ce que l'on pourrait appeler un non-match, où l'on voit davantage de coups et de joueurs allongés que de tirs cadrés. Et pour vous montrer l'étendue du désastre, sachez que ce tir de Zajakovski a été l'un des plus beaux de la première période. Une excuse tout de même pour les deux équipes, le terrain gras qui ne favorise pas les frappes de balles, comme vous allez pouvoir en juger avec ce tir de Bousdira. Autre action à noter pour Mulhouse cette fois, cette percée de Bernardet avec au bout un centre. C'est du moins ce qu'il veut faire et c'est ce qui a bien failli tromper Pierre.